Bienvenue à InfoSoir, voici les titres. Vaste coup de filet antiterroriste. Les services de sécurité démantèlent une cellule s'activant à Casablanca, Ouazzane et Chefchaouen. Le groupe s'apprêtait à passer à l'acte de manière imminente. C'est une pratique illégale. Certains établissements de santé exigent le dépôt de chèques de garantie. Le ministère de tutelle réaffirme les règles en vigueur. Le trafic de passagers est en hausse dans les aéroports du Royaume, une augmentation de 12% en 2019. Une forte expansion constatée notamment à l'aéroport Marrakech-Ménara. Un voyage dans le temps à la fin de ce journal pour découvrir des voitures emblématiques du siècle dernier. Casablanca a accueilli le Classic Car Expo qui présente des véhicules prestigieux ayant marqué l'histoire automobile. Madame, Monsieur, bonsoir. Il s'apprêtait à passer à l'acte aujourd'hui, après Dohr, un projet terroriste d'une dangerosité très élevée auquel le Maroc vient d'échapper. Une cellule terroriste composée de 7 personnes a été démantelée aujourd'hui par les services de sécurité et un arsenal impressionnant a été découvert. Les explications avec Nzam Hachi. Les équipes du BCIJ ne s'attendaient peut-être pas à découvrir un véritable arsenal de guerre. Les armements et équipements saisis lors de cette opération en disent long sur le projet terroriste porté par cette cellule, dont le protagoniste le plus âgé, 27 ans, semble être le leader présumé. Un lot d'armes à feu, dont des fusils, des pistolets automatiques, des munitions, plusieurs armes blanches, dont des épées et des haches, de grands sacs contenant des produits chimiques, des menottes, des arbalètes de pêche, des jumelles, des cagoules, des sommes d'argent, des étendards de Daesh, mais aussi un zodiaque, du matériel de plongée, dont des gilets de sauvetage, des masques, des lampes torches ou encore des tenues de randonnée en montagne, des tentes, des gilets de chasse et du matériel d'escalade. Il s'agit d'une opération d'envergure si l'on prend en considération les objets et matériels saisis, l'intervention sécuritaire menée simultanément sur plusieurs lieux et les profils des personnes appréhendées. Pour ce qui est du matériel, nous parlons de 70 pièces à conviction, dont des armes à feu, des armes blanches et des moyens logistiques, ainsi que des sommes d'argent en monnaie nationale, 30 200 dirhams, et en devises étrangères, 900 $ américains et 800 €. Leur projet terroriste était imminent. Les membres de cette cellule comptaient passer à l'acte aujourd'hui, après Dhour. Dans l'un des téléphones portables saisis, les hommes du BCIJ découvrent une vidéo où les mis en cause prêtent allégeance au chef de Daesh. Ils avaient déjà enregistré leur vidéo posthume, ce qui prouve l'imminence du passage à l'acte. Le démantèlement de cette cellule terroriste s'est fait grâce à des opérations simultanées dans plusieurs villes. Comment les forces de l'ordre ont-elles mis en échec cette cellule qui était déterminée à passer à l'acte de manière imminente? Élément de réponse dans ce sujet de Rita Saha. Une opération antiterroriste de grande envergure, lancée simultanément dans plusieurs villes du pays. Ce matin, les habitants de Chefchaouen, Ouazzane et de la banlieue de Casablanca ont été secoués par l'ampleur des événements. Il est 7 h du matin dans ce quartier réputé calme de Darboazza. Pourtant, peu après l'aube, c'est au son des sirènes que de nombreux habitants sont réveillés. Une atmosphère pesante, signe d'un niveau de dangerosité élevé, une manière pour les forces de l'ordre d'alerter les populations et leur signaler de rester chez elles. C'est dans cette ville-là que les éléments du Bureau central d'investigation judiciaire vont mettre la main sur le chef présumé de cette cellule, un jeune âgé de 27 ans. Il sera arrêté en compagnie de l'un de ses complices, plus jeune d'1 an. Dans cette même maison louée samedi dernier, les forces du BCIJ vont également faire une découverte impressionnante. Un véritable arsenal de guerre composé notamment d'armes à feu, d'armes blanches, d'équipements électroniques, de produits chimiques suspects ainsi que de documents prêtant allégeance au groupe terroriste Daesh. Une perquisition a ensuite été menée au domicile du chef présumé de cette cellule dans la même région et a permis la découverte d'un zodiaque, de matériel de plongée ainsi que d'écrits sur les murs faisant l'éloge du groupe terroriste.
Au même moment, à plusieurs centaines de kilomètres de la capitale économique, plus au nord, ces forces spéciales sont en position au quartier Babsouk de Chefchaouen. Ici, l'opération se déroulera non sans encombre. Certains voisins disent avoir été réveillés par des bruits de tirs. Devant la résistance des deux suspects, finalement appréhendés, les hommes du BCIJ ont été contraints d'utiliser leurs armes à feu. Après avoir perquisitionné cet appartement loué la veille, les forces de l'ordre trouveront de l'argent liquide, plusieurs téléphones portables ainsi que de précieuses informations. L'un des deux jeunes présumés terroristes louait également un autre appartement à 70 km de là, plus précisément dans le quartier Bouswelf à Ouazen. Plusieurs armes blanches ainsi que des équipements de chasse et de randonnée en montagne y seront saisis. Selon les informations récoltées sur place par notre journaliste, l'un des deux suspects appréhendés à Chefchaouen aurait orienté les enquêteurs sur la piste d'un autre complice dans la région casablancaise. C'est d'ailleurs dans le quartier de Ben Abida à Darbouaza qu'un jeune homme âgé de 20 ans a été appréhendé. Le suspect, qui vivait au sein d'une famille de 6 personnes, était installé dans ce domicile depuis seulement 2 mois. À quelques mètres de là, l'opération antiterroriste a permis aux forces de sécurité de mettre la main sur un suspect, âgé lui aussi d'une vingtaine d'années, vivant avec ses proches et ayant grandi dans ce même quartier. Sur la base des renseignements récoltés par le Bureau central d'investigation judiciaire, un 7e suspect a été neutralisé aujourd'hui dans le cadre de cette opération de grande envergure. Les membres de cette cellule, qui auraient tous prêté allégeance au groupe terroriste Daesh, envisageaient de commettre des attentats dans les plus brefs délais, en coordination avec des éléments étrangers et de s'attaquer à des personnes et sites stratégiques. Toujours selon le BCIJ, après l'exécution de leur plan, les présumés terroristes comptaient se rendre dans l'une des zones montagneuses situées dans la région de Ouazen pour établir leur base arrière dans la perspective de proclamer une wilaya affiliée au groupe terroriste Daesh. Parmi les opérations décrites, je vous propose de suivre plus en détail celle menée dans la banlieue de Casablanca à Tamaris. Nous avons été autorisés à suivre le déroulement de cette action malgré la sensibilité de l'opération et son niveau élevé de dangerosité. Salima Benabou. Les sirènes alertent la population afin qu'elle reste chez elle. L'opération que s'apprêtent à mener les hommes du BCIJ est des plus sensibles. Les impacts de balles sur le mur renseignent sur la résistance dont ont fait preuve les présumés terroristes avant leur interpellation. L'un des suspects est venu me voir ce week-end pour me demander si je louais la villa. Il m'a dit qu'il voudrait la louer pour 4 ou 5 jours. Je lui ai fait visiter la maison qui lui a plu. Il m'a payé cash. Je lui ai demandé sa carte nationale. Il m'a dit qu'il ne l'avait pas. Ce qui est aussi inquiétant dans cette affaire, c'est que cette villa est toujours louée sans le moindre document d'identité. Je n'aurais jamais pu imaginer que cela puisse se produire. Ce que j'ai vu ce matin est impressionnant, je n'en reviens toujours pas. Les équipements retrouvés dans cette villa sont impressionnants. La maison qui a été louée samedi dernier servait de planque aux présumés terroristes pour préparer leur attaque qui ciblait des personnes et des sites stratégiques. C'est dans cette cache que les forces de l'ordre ont interpellé 2 individus âgés de 26 et 27 ans, originaires du Douar Ben Abid, à mi-chemin entre Darbouaza et Sidi El Hel, où une perquisition a également été menée. L'opération a permis la saisie d'un lot complet de matériel de plongée, d'une embarcation pneumatique ainsi que de combinaisons. Sur les murs du domicile de l'un des suspects, ce tag Soon, bientôt en anglais, un graffiti qui confirme que le passage à l'acte était imminent. L'une de nos équipes a également pu suivre les opérations menées à Chefchaouen et Ouazen. Des interpellations réalisées dans le cadre du démantèlement de la cellule liée à l'organisation terroriste Daesh, une cellule qui s'apprêtait à mettre en œuvre ses projets destructeurs. Samia Harissi. Il est environ 6 heures du matin à Dar Babsouk, près de la rue Al-Azhara à Chefchaouen. L'unité spéciale du Bureau central des investigations judiciaires, sur la base de renseignements précis, pénètre dans un appartement loué la veille par un des membres présumés d'une cellule terroriste. Une opération qui a permis l'arrestation de 2 membres présumés d'une cellule terroriste et de saisir des sommes d'argent en dirhams ainsi que des téléphones portables. Nous n'avons rien vu dans le quartier. Nous remercions les autorités compétentes. Nous avons eu vraiment très peur, mais après leur arrestation, nous avons pu respirer.
Notre ville est paisible et tranquille. C'est la première fois que de tels problèmes arrivent. Nous remercions les éléments de la sûreté nationale. Un des deux suspects, arrêté à Chefchaouen, louait une maison au quartier Boussoel Fawazen où ont été saisis des coutelas, de haches, des chaussures, des tenues et des équipements de randonnée en montagne. Selon un communiqué du ministère de l'Intérieur, les membres présumés de cette cellule terroriste projetaient, après l'exécution de leur plan de terreur, de se rendre dans la zone montagneuse de la région de Ouazen pour y établir leur base arrière. Nous avons été stupéfaits, c'est tellement étranger à la ville de Ouazen. Tous les habitants de la ville dénoncent ces actes. Les deux éléments présumés de cette cellule terroriste prévoyaient un passage à l'acte imminent. Selon les informations récoltées par notre équipe sur place, l'un des individus appréhendés a permis aux enquêteurs de suivre la piste d'un autre complice à Casablanca. Voici ce que l'on pouvait dire ce soir sur ce vaste coup de filet antiterroriste mené à Casablanca, Ouazen et Chefchaouen. Cette information à présent concernant la campagne sécuritaire menée à Casablanca par les différentes unités de police. La Direction générale de la Sûreté nationale annonce que plus de 8200 personnes ont été arrêtées en l'espace de 11 jours, entre le 10 et le 21 octobre. Parmi les personnes interpellées, près de 6000 personnes l'ont été en flagrant délit et plus de 2000 étaient recherchées pour leur implication dans divers crimes et délits. La campagne a également permis la saisie d'importantes quantités de hashish, de cocaïne et de psychotropes. Place à présent à une problématique qui revient régulièrement sur le devant de la scène. Il s'agit des chèques de garantie exigés par certains établissements de santé. Une mesure qui n'est pas conforme à la loi, qui stipule qu'un chèque ne peut pas être conservé comme garantie. Le ministère de la Santé a récemment réaffirmé les règles en vigueur. C'est un reportage de Selima Benabou. Le chèque, ce petit bout de papier payable à vue, présente-t-il plus d'avantages que d'inconvénients? Il constitue en tout cas un moyen de pression que le créancier peut exercer sur le débiteur pour sécuriser son paiement. Nombreux ont un jour été contraints de signer un chèque de garantie pour être pris en charge dans un établissement de santé privé. Ils ont demandé un chèque de 20 000 dirhams et un chèque khaoui. Alors, le malade, il une semaine ou là. Quand tu as un chèque de garantie signé et barré, mais sans montant. C'est un chèque de garantie, normalement, juridiquement, c'est pas logique. J'ai dû déposer un chèque de 10 000 dirhams, un chèque de garantie. Si le montant de la facture est inférieur, il vous rembourse. Sinon, il faut payer la différence. Tout le monde sait que c'est pas légal et tout le monde le fait et personne... voilà. Et justement, la législation est claire sur ce sujet. La notion de chèque de garantie n'existe pas. Le ministère de la Santé a d'ailleurs réitéré le caractère illégal de cette pratique, punie d'1 à 5 ans d'emprisonnement. Le secteur de la santé n'est pas exempt de cette législation. C'est pourquoi nous disons que l'utilisation du chèque comme moyen de garantie dans les établissements de santé est inacceptable, bien que la structure en question l'utilise comme moyen de garantie, sachant que c'est illégal. Nous avons contacté l'Association nationale des cliniques privées. Notre proposition d'interview filmée a été déclinée. La direction reconnaît la nécessité de trouver une alternative. En réponse aux accusations à l'encontre des établissements de santé privés, elle nous a fait parvenir un communiqué dans lequel il est écrit: Nous avons adressé une lettre au docteur Khalid Aït Taleb, nous lui souhaitant la bienvenue à la tête de notre ministère de tutelle et lui soumettant notre désir de le rencontrer pour avancer sur les doléances du secteur. En attendant une solution concrète, que peut donc engager le citoyen pour faire prévaloir ses droits ? Si le citoyen se retrouve confronté à cette situation, il peut déposer une plainte auprès du ministère de la Santé qui va traiter sa requête et mettre en place une procédure, puis diligenter une mission d'inspection. Car, je le réitère, la relation entre les citoyens et les établissements sanitaires doit se dérouler dans un cadre légal qui garantisse les droits des deux parties. L'an dernier, 3 millions d'incidents de paiement représentant un montant total de 85 milliards de dirhams ont été recensés. Près d'un tiers résulterait de l'utilisation de ce mode de paiement utilisé comme moyen de garantie.
L'actualité à l'étranger avec le mouvement de contestation qui se poursuit en Algérie. Les manifestants se sont retrouvés dans les rues de la capitale, Alger, pour le 36e vendredi consécutif. Ils dénoncent toujours la tenue de l'élection présidentielle prévue le 12 décembre prochain et réclament le départ des figures liées à l'ex-président Abdelaziz Bouteflika. Autre mouvement de contestation au Liban, cette fois-ci, les manifestants défilent pour dénoncer la corruption et la classe politique. Après 9 jours de rassemblement, la tension est palpable au pays du Cèdre suite à des affrontements à Beyrouth entre des manifestants et des partisans du mouvement chiite Hezbollah. La police anti-émeute a dû se déployer dans le centre de la capitale pour mettre fin aux échauffourées. Direction la ville russe de Sotchi qui a accueilli le premier sommet Russie-Afrique. Cette rencontre sera désormais organisée tous les 3 ans pour accompagner l'évolution des liens entre le continent africain et la Russie. Et Moscou affiche son ambition d'atteindre les 40 milliards de dollars d'échanges commerciaux entre les deux parties. Pour les nombreux médias présents pour la couverture de l'événement, ce sommet marque le début d'une nouvelle étape dans les relations entre les pays africains et la Russie. Reportage de nos envoyés spéciaux Amina Ben Khalq et Rothman Mawadea. Les caméras du monde entier étaient braquées sur le sommet et le forum économique de Sotchi. Pour les principaux médias africains qui ont couvert cet événement, la Russie et le continent ont enclenché une nouvelle dynamique qui vise à doubler les échanges entre les deux parties d'ici 2025, mais aussi à les rééquilibrer. Une relation qui est peut-être un peu plus gagnant-gagnant, c'est le mot qui était beaucoup répété hier, qui venait beaucoup dans les débats, où vraiment il y a l'espoir d'une relation de gagnant-gagnant. Et la Russie ne cache pas qu'effectivement, elle peut aider le continent africain, mais elle a aussi des intérêts. Elle ne fait pas par bénévolat. La Russie a vraiment aussi besoin de développer ses partenaires avec tous les, comment est-ce qu'on appelle ça, la situation par rapport à l'Europe où il y a quelques blocus, etc. Donc je pense que moi, pour le moment, en tant que journaliste, de ce que j'ai vu des débats, il y a une certaine confiance quand même qui est là. Ce sommet a également permis la signature de plusieurs dizaines de conventions entre la Russie et les pays africains. Preuve, selon les journalistes, que ce rendez-vous a déjà abouti à des résultats concrets. C'est une bonne opportunité pour l'Afrique dans une scène internationale qui a radicalement changé et qui ressemble de plus en plus à un village mondialisé. Toutes les initiatives prises par les leaders africains pour la mise en place d'une zone de libre-échange prouvent que le continent entend développer son marché. La coopération entre le président russe et les leaders africains va surtout répondre aux aspirations de la population du continent qui veut aujourd'hui voir une vraie dynamique de développement. Nous sommes convaincus que le fait de marcher ensemble dans ce sens répondra aux attentes des citoyens. Les médias ont aussi rappelé que les relations entre les deux parties étaient déjà au beau fixe, puisque l'Afrique est l'unique marché à avoir augmenté ses importations russes dans un contexte de sanctions économiques. Moscou avait de son côté annulé 20 milliards de dollars de dettes africaines de l'époque de l'URSS. De leur côté, les Britanniques préparent le post-Brexit aux côtés de leurs principaux partenaires, notamment en Afrique et dans la région méditerranéenne. Le Royaume-Uni, qui s'apprête à quitter l'Union européenne, doit signer demain à Londres un accord d'association avec le Maroc pour régir la coopération entre les deux pays après le Brexit. Les termes de cet accord et les ambitions affichées par les deux parties dans ce reportage de notre envoyé spécial Wadi Adada. Il flotte déjà comme un air de Brexit dans les rues londoniennes, à en juger par les drapeaux et les banderoles plantés au pied du Parlement britannique par les partisans de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Bien que cela ne soit pas encore acté, la Grande-Bretagne s'y prépare en démultipliant les accords bilatéraux avec ses partenaires commerciaux. L'un des plus importants de ces derniers mois doit être signé demain à quelques pas de Big Ben dans le quartier de Westminster au sein du Foreign Office. Un accord d'association avec le Maroc qui sera paraphé en comité restreint par Nasser Bourreta, le ministre des Affaires étrangères, et le secrétaire d'État britannique chargé du développement international de la région MENA, Andrew Morrison. Le deal a pour vocation dans un premier temps de préserver les acquis issus du statut avancé dont bénéficiait le Royaume vis-à-vis de l'Union européenne. Puis dans un deuxième temps, il doit permettre à Rabat et Londres d'approfondir une coopération économique et commerciale qui remonte à 800 ans. Les dispositions contenues dans l'accord vont concerner les produits issus des 12
12 régions du royaume et des réunions régulières vont se tenir entre les différents services des deux pays pour les mettre en œuvre avec un focus particulier sur le secteur agricole. De quoi maintenir, si ce n'est amplifier, les quelques 16 milliards de dirhams d'échanges commerciaux annuels en mettant l'accent également sur l'investissement. Plus que jamais, le Royaume-Uni souhaite approfondir ses relations avec le Maroc et créer des partenariats d'égal à égal. À l'issue de la signature de l'accord d'association, Nasser Bourita et Andrew Morrison devraient se retrouver autour d'un repas pour fêter cela dans un restaurant londonien situé à proximité du ministère des Affaires étrangères. Et il y a fort à parier que le Brexit sera encore au menu de leurs discussions. Un autre exemple de coopération bilatérale, à Dakhla cette fois-ci, la ville accueille le forum d'affaires Maroc-France. 400 opérateurs économiques sont présents pour explorer de nouvelles opportunités d'investissement dans cette région. Et en marge des ateliers et des débats, des visites sont organisées comme dans cette exploitation agricole lancée par des investisseurs français en 2002 à 25 km de Dakhla. Reportage de nos envoyés spéciaux Mamadou Diaye et Abdellah Dhnouch. Pour ces participants au forum d'affaires Maroc-France, l'heure est à la découverte sur le terrain du potentiel de production agricole de la région de Dakhla. Nous sommes ici à la ferme sous serre de Tawarta. Implantée depuis 17 ans, elle s'active essentiellement dans la production de tomates et de melons sur 56 hectares. Le volume de récolte pouvant atteindre les 140 tonnes à l'hectare est rendu possible grâce à un climat favorable à la filière des primeurs. Moi, je travaille dans les microalgues et donc pourquoi pas apporter une solution différente pour les engrais et les biostimulants pour ces tomates, tout en cultivant les microalgues ici dans le désert où elles pousseraient très bien. En vue d'attirer plus d'investisseurs et accroître la capacité de production agricole de Dakhla, le plan de développement régional prévoit la réalisation de projets d'envergure, dans la perspective de préserver la ressource en eau et la création d'emplois. Donc on a projeté un projet grandiose de création, de mise en place d'une unité de valorisation, plutôt de dessalement de l'eau de mer. C'est dans la perspective de pouvoir irriguer 5000 supplémentaires d'hectares de primeurs, dans une perspective de produire à peu près 500 000 tonnes dans les horizons, avec création de 10 000 emplois stables par an. L'agriculture et la pêche contribuent à elles seules à hauteur de 30% au PIB au niveau régional. Un secteur agricole qui a capté au cours des 2 dernières années près de 113 millions de dirhams d'investissement. Un chiffre qui devrait grimper pour les années à venir, vu l'intérêt exprimé par ses futurs potentiels investisseurs. Cette annonce à présent de l'Office national des aéroports, le nombre de passagers dans les aéroports du Royaume a connu une hausse de 12% en 2019. Près de 19 millions de passagers ont été accueillis par les différents aéroports entre janvier et septembre. Et parmi les structures qui connaissent la plus forte expansion figure l'aéroport Marrakech-Ménara où le trafic de passagers a connu une hausse de 22%. Reportage Mohamed Chahima, le récit est de Sarah Faïq. Marrakech demeure l'une des destinations les plus prisées par les touristes dans le monde. Son aéroport vient d'enregistrer une nouvelle performance au niveau du trafic aérien. Le mois de septembre a connu une hausse de 22% par rapport au même mois de l'année dernière. Grâce à des équipements technologiques, nous sommes en mesure d'accueillir les touristes dans les meilleures conditions, que ce soit au niveau de la sécurité ou de la qualité des services. D'ailleurs, la capacité d'accueil de l'aéroport a enregistré 9 millions de passagers. Il faut dire que beaucoup de choses ont changé ces derniers temps. Les files d'attente à l'aéroport sont moins longues que d'habitude grâce à la suppression des fiches d'embarquement et de débarquement plus connues sous le nom de fiches de police. Résultat, une grande fluidité au niveau des postes de contrôle. Ça s'est très bien passé. On ne nous demande plus les petites fiches pour arriver au Maroc, donc c'est très pratique. Tout est facile, tout est bien, c'est super. Vraiment, les gens sont agréables, aimables. Et on a passé le contrôle très bien. Le voyage s'est très bien passé, l'aéroport est très joli, c'est très facile d'accéder. Il y a voilà, je suis content d'être ici avec vous. Des mesures qui viennent améliorer la qualité des services à l'aéroport Marrakech-Ménara. La deuxième infrastructure aéroportière du Royaume a raflé 24% du trafic aérien commercial global, occupant ainsi la deuxième place derrière l'aéroport international Mohammed V de Casablanca.
Avant d'ouvrir la page culturelle de cette édition, ce message de condoléances et de compassion adressé par Sa Majesté le roi Mohamed VI à la famille de l'artiste populaire Mohamed Loz, décédé mercredi. En ces douloureuses circonstances, Sa Majesté le roi exprime aux membres de la famille du défunt et à travers eux, à sa grande famille artistique, à ses amis et à ses fans, ses vives condoléances et sa sincère compassion. Je vous invite maintenant à un voyage dans le temps à la découverte de véhicules emblématiques du siècle dernier. Casablanca a accueilli le Classic Car Expo, un événement qui présente des voitures prestigieuses qui ont marqué aussi bien l'histoire automobile que l'imaginaire collectif. C'est un reportage de Hassan Lohmadi, le récit est de Mehdi Foudi. C'est le plus ancien véhicule du salon des voitures classiques à Bouskoura, une Ford qui date de 1918. À côté de la Citroën des années 20, de la Peugeot et de la Mercedes des années 30, cette exposition réunit les modèles les plus célèbres qui ont marqué l'histoire de l'automobile. À proximité de tous ces petits bijoux, c'est Rolls-Royce modèle 1949 qui appartient à Abdallah Abdellaoui, fondateur de l'Union marocaine des automobiles anciennes. Elle fait partie des 760 exemplaires produits entre 1949 et 1955. C'est en 1892 que la première voiture a été vendue au Maroc. C'était une Mercedes. Quant à la première course, elle a été organisée en 1912. Le Maroc s'était à l'époque classé deuxième au niveau mondial. Mais la voiture vedette de l'événement n'est autre que cette Jaguar qui date des années 60. Son propriétaire, Rafiq Lehlo, est un passionné de véhicules de collection. Pour lui, cette passion doit être partagée afin de faire revivre l'histoire de l'automobile. تنمشيو عندنا un objectif social, caritatif, où encore une fois, c'est pas une passion égoïste. On partage notre passion مع كل شيء، دراري صغار، ناس كبار. Plus de 200 véhicules de différentes époques ont été exposés dans cette deuxième édition du Classic Cars Expo. À l'initiative de l'Union marocaine des automobiles anciennes, ce rendez-vous des amateurs de voitures classiques a connu la participation de plusieurs collectionneurs venus de tout le continent africain. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de cette édition, un vaste coup de filet antiterroriste à Casablanca, Ouazzane et Chefchaouen. Les services de sécurité démantèlent une cellule qui s'apprêtait à passer à l'acte de manière imminente. 7 personnes ont été arrêtées et un arsenal impressionnant a été découvert. C'est la fin de cette édition. Vous retrouvez tout à l'heure Sana Rahimi pour Al-Masaïya. Quant à moi, je vous dis à demain. Excellente soirée sur 2M.